Eh bien bonsoir, bienvenue à cette quatrième conférence canapé de la Maison pour la Science en Centre-Val de Loire, qui est le dernier volant de cette année. Donc cette dernière conférence portera sur les vers et sur la place des vers dans la société d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous accueillons Nadia Pellerin, professeure d'université et chercheuse au CEMTI à Orléans. Nadia, c'est à toi. Merci Christophe. Alors c'est parti. Moi, je suis tout à fait honorée que vous m'ayez fait cette proposition au début d'année. On a été 4 lauréats, vraiment. J'étais la seule femme en plus, je le souligne. C'est bon. L'année dernière, 2022, c'était l'année du verre, l'année internationale du verre. Donc c'est un petit peu la vaguette qui continue à s'écouler sur la plage, à arriver tout tranquillement sur la plage, de rebondir un peu sur cette année du verre, et puis qui nous a permis, les scientifiques, de nous interroger très longuement sur la place du verre et l'avenir, la stratégie que l'on peut dessiner autour du verre, notamment pour les problèmes sociétals, bien évidemment. On y reviendra. Je vais commencer par des sujets un peu moins, peut-être, qui ont un peu moins d'impact. On va aller tranquillement, on va remonter loin dans le temps pour replacer cet art du feu dans les mains des hommes, de nos prédécesseurs d'il y a plus de 4000 ans. Et puis, j'essaierai de vous montrer ce qu'est un verre pour le scientifique, le chercheur, ce qu'on en sait, comment on l'étudie aussi. Je vous montrerai un petit peu ça. Et puis, différentes applications. Alors, c'est dur de tout dire. Enfin, évidemment, les sujets sont tellement nombreux. Le verre est vraiment présent partout. C'est comme beaucoup de matériaux, je dois dire. C'est pas non plus propre au verre. Donc, je ferai des tris, des choix qui me sont propres. Et j'essaierai de placer aussi des éléments d'ordre artistique, design. J'aime bien montrer cette corrélation entre le travail d'un artiste et le travail d'un chercheur, qui tous les deux vont se baser sur un imaginaire ou une idée, une envie, pour aller dans des directions qui leur sont propres. Et puis il faut ça aussi pour ouvrir de nouvelles portes, ouvrir de nouveaux verrous, comme on dit aujourd'hui. Alors j'ai mis quelques images qui peuvent vous interroger. Le matériau un peu orangé, là, c'est un verre, mais alors un verre très très particulier. Vous voyez, il a comme des petits points brillants qui sont des cristaux de cuivre. Donc ça, déjà, c'est un peu étrange. Il n'est pas du tout transparent, mais en tout cas, il étonne par sa couleur, par sa brillance. Il s'appelle l'aventurine. C'est un beau symbole pour le chercheur, je trouve. L'aventure. Une aventure intellectuelle. Dans la main de la personne gantée, là, en fait, il y a un verre. Alors, c'est un verre très, très récent, très innovant. C'est du verre Corning, et c'est ce qui est utilisé pour de nombreuses tablettes, écrans de téléphone, tous les supports de communication aujourd'hui. Alors, un verre qui a cette forme-là, je pense que si on avait interrogé quelqu'un du début du XXe siècle en lui disant, tu sais, un verre, ça peut se manipuler comme une feuille de papier. Enfin, ça aurait été vraiment très compliqué pour cette personne-là de se projeter là-dessus. Mais aujourd'hui, on y est. Et bien sûr, le verre dans son caractère culturel extrêmement puissant, notamment par le monde du vitrail en Europe. Donc on s'en va, c'est le voyage en arrière, à l'époque néolithique, vous voyez, 4e millénaire. C'est là, on pense, entre moins 4000, moins 3000, que l'homme aurait compris un peu comment faire un verre. Il faut bien sûr se dire que à cette époque-là, c'est pas faire un verre à vitre. On est bien loin de posséder les techniques, le savoir-faire pour aller chercher cette transparence. Déjà, ça va nous demander quelques millénaires, déjà ça. La maîtrise des couleurs, pareil. Donc, commencer à faire un verre, en fait, c'est
faire un petit peu ce que vous voyez là, le gobelet carolingien, et encore, hein, quelque chose d'opaque, de mal fondu, hein, sans transparence. On ne maîtrise absolument pas la coloration parce qu'elle arrive par les matières premières et on ne sait pas encore comment faire pour s'affranchir de tel ou tel ion qui va apporter de la couleur. Alors il se trouve qu'il existe une tablette qui décrit la façon de faire un verre, hein, qui remonte à moins 600, la période moins 600, moins 500 avant Jésus-Christ. Le berceau de ces inventions liées au verre, c'est la Mésopotamie, comme beaucoup d'autres choses. Donc ce bassin méditerranéen, il va jouer un rôle très fort pour nous amener ce savoir-faire en Europe, enfin en France, en Allemagne, hein, c'est le verre de Bohème, en Tchéquie, enfin toute cette région, l'Italie bien entendu, hein, toute cette région qui va être très très fortement influencée et qui va générer des tas d'artisans verriers. Alors dans la recette en question, il est question de sable, de cendres de plantes maritimes, de craie. Hein, donc ça ne va pas très loin, hein, 3 éléments chimiques. Le sable, que vous connaissez bien, hein, je pense. Vous savez peut-être qu'il est riche en silice, c'est-à-dire un oxyde de silicium. Les cendres de plantes maritimes, ça peut vous laisser perplexe. Au bord de la mer, en fait, on a bien souvent des plantes qui sont riches en sel, forcément. Et ça va être très, très bien pour les vers. Et la cendre de ces plantes, du coup, va apporter le sodium. Et on a aussi, dans la région du Liban, de la Libye actuelle, hein, on a aussi des régions qui sont riches en natron, un carbonate naturel de sodium, que les populations de ces époques-là utilisent. Hein. Par exemple, elles vont l'utiliser pour déshydrater les corps à momifier. Ça, c'est les Égyptiens. Hein, dans la préparation des corps, la déshydratation. C'est des matériaux de leur vie commune. Hein. Et puis donc la craie, carbonate de calcium pour le chimiste, donc riche en calcium, il va nous amener le calcium. Un verre, c'est un oxyde en général. Vous verrez, on va parler d'autres choses aussi, d'autres types de verres. Mais les verres classiques, enfin les verres, si je ne suis pas dans le monde très technique, très technologique, on est sur des oxydes. Alors une petite frise, mais courte, jusqu'au XVIIe siècle, pour remonter un peu le temps et fixer les grandes découvertes qui nous font progresser en termes de technique. Donc vous allez voir que ça se fait très doucement. Hein. Tout d'abord, vous voyez au niveau des images une pointe de flèche en obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre qui résulte de la solidification des laves volcaniques. Donc c'est complètement naturel. Ça, c'est pas du tout du fait de l'homme. Hein. Et bien avant de savoir faire le verre, les hommes, en fait, utilisaient les matériaux trouvés dans la nature, tels que les obsidiennes, pour faire aussi des outils. Hein. Le verre très tranchant, on en sait quelque chose. Hein. Cette propriété-là, elle était exploitée, notamment pour faire des flèches. On faisait aussi des décors de momies, hein, donc toutes sortes de colorations. Hein. Comme ça en fabriquant ou en utilisant les obsidiennes. Alors, donc moins 3000, voilà, des verres assez rudimentaires, comme je l'ai dit, hein, qui sont opaques, dont on maîtrise mal la couleur. Et puis, on commence à avoir des verres qui deviennent translucides aux alentours de moins 1000, moins 1500. Ça marche en parallèle avec le fait qu'on domine mieux les fours. Hein. Pour faire un verre, il va falloir chauffer la matière. Il va falloir la chauffer jusqu'à sa fusion. Enfin, aujourd'hui, on fait ça. À l'époque, ils chauffaient un peu, quoi. Hein. Ils étaient complètement dépendants de la maîtrise qu'ils avaient de la température dans leur four. Donc, on chauffait partiellement. Et, par exemple, pour faire un verre creux, vous avez sûrement en tête la canne à souffler, l'artisan qui va souffler dans sa canne pour dilater la matière. On a su faire du verre creux avant d'avoir inventé cette technique, qui arrive, vous voyez, un peu plus tard, en moins 50. La canne à souffler, elle est inventée en moins 50. Donc,
bien avant, on fait cependant du verre creux en utilisant ce qu'on appelle de l'induction sur noyau. Donc les gens faisaient un noyau d'argile, une boule, un genre de vase si vous voulez, en argile. Hein. Ils l'enduisaient de potasse, d'un petit mélange de verre, on va dire, hein, de poudre qui allait vitrifier au feu. Et ensuite, ils grattaient l'intérieur, ils retiraient l'argile et on avait le corps creux. Vous voyez, il y a toujours eu beaucoup d'inventivité. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. C'était le verre creux de l'époque. Bon. La transparence, quand on connaît mal comment fonctionnent les éléments chimiques entre eux, hein, je vais dire l'oxydoréduction hein, pour ceux qui connaissent, la chimie des métaux, on est vraiment, c'est plutôt la nature qui s'impose à nous en termes de couleur. Hein. Donc, si les sables sont un peu jaunes, un peu rouges, ça veut dire qu'ils contiennent des doses assez fortes de fer, d'oxyde de fer. Et dans ce cas, on fera du vert, VERT. Il n'y a rien à faire. Et puis, si on met du cuivre, on fera un vert bleu et ainsi de suite. Hein. Donc, le verre transparent, il est arrivé en Phénicie, aux alentours de -100, grâce à un sable extrêmement blanc, hein, d'une très bonne qualité, d'une très grande pureté en fait. La canne à souffler, ça c'est un virage technologique, hein, on va dire une révolution technologique extraordinaire, -50 en Syrie on pense. Hein. Et après ça, donc on rentre sur le début du Moyen-Âge. Les Italiens vont s'imposer, enfin le monde romain en fait, hein, de cette Mésopotamie, en fait, grâce à la Méditerranée, au transport maritime, ils irriguent complètement tout le bassin méditerranéen, notamment à travers le monde romain. Le verre qu'on fait par exemple en France à cette époque-là, en fait, on fait venir par bateau des blocs de verre. On fabrique pas la matière. Elle arrive, on la refond et on fabrique des objets. Vous voyez, très longtemps, ça va être ça. Et puis les guerres arrivent, donc il n'y a plus d'acheminement de matières premières. Et toute la partie française, anciennement de l'époque allemande, toute cette Europe, là jusqu'à l'Europe de l'Est, elle se met à réfléchir à comment faire du verre. Donc on commence à faire à la maison, quoi. Par exemple, les cendres de plantes maritimes, vous vous rappelez dans la recette, là ça va être fini ça. Hein. Ça va être compliqué pour eux de trouver ça dans les Vosges, où on a beaucoup de verriers. Donc ils vont prendre des produits de substitution, les cendres de fougères, et puis ils vont faire des verres avec ça. Tout le début, là, ça va pas être d'une qualité exceptionnelle, hein, des verres qui ont mal tenu dans le temps, hein, mais qui sont intéressants aussi à étudier. Et puis peu à peu, ils vont aussi prendre ce savoir-faire en travaillant sur leurs erreurs et en continuant à expérimenter les choses. Toute cette période-là, c'est l'Italie qui va vraiment dominer le monde verrier. L'Italie avec un cristallo, peut-être que vous connaissez ce terme. Quelque part, on entend un peu cristal, hein, on commence à entendre ce vert brillant. Je vais y revenir aussi. Donc le cristallo italien, tout le monde s'arrachait un peu ce cristallo italien, mais c'était un vrai secret, bien sûr, hein, un secret fermement tenu. Et pour ça, en fait, c'était un verre assez brillant et très transparent, du coup. Et ils avaient compris le rôle que pouvait jouer le manganèse. Ils appelaient ça le savon des verriers. En fait, le manganèse qui permettait de réduire au niveau des métaux de transition et donc d'affaiblir la coloration. Hein. On venait compenser de façon chimique les effets de coloration. J'ai noté 1665, Manufacture royale des glaces. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, donc sous Colbert, Louis XIV. C'est en fait Saint-Gobain. Saint-Gobain, je pense que vous connaissez tous. Mais du coup, c'est XVIIe siècle. Hein, et le roi commande Saint-Gobain pour la Galerie royale des glaces et pour contrer le verre italien. Ça marche beaucoup comme ça, comme aujourd'hui, hein, la concurrence, c'est toujours pareil.
Quelques images, ce sont des gravures à l'origine, qui viennent de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert du XVIIIe. Hein. Donc c'est un recueil extraordinaire de toutes les connaissances de l'époque, et notamment des belles gravures sur comment on faisait le verre. Alors, ce qu'on sait faire hein, depuis la canne à souffler, c'est du verre soufflé. Donc c'est, je vous ai dit, vraiment révolutionnaire, parce que ça va permettre de démultiplier la fabrication du verre creux. Hein, l'induction sur noyau, on va laisser ça de côté, hein, c'est bien mieux en utilisant le verre soufflé. Mais le verre soufflé, du coup, c'est la seule technique qui domine et qui permet de tout faire. Le verre creux, mais aussi le verre plat, hein, bien sûr, hein, parce qu'ils sont toujours, comme je vous l'ai dit, très inventifs. Alors pour faire du verre plat, eh bien, vous voyez en bas, là, en bas, il y a deux personnages. Il y a un personnage qui est tourné vers le four, c'est le personnage qu'on appelle le gamin. C'est celui qui aide, en fait, hein, c'est l'ouvrier. Hein. Et puis le maître verrier, celui qui souffle, mais il ne fait que souffler. Donc le monsieur qui est à notre droite. Donc le gamin, lui, il va servir à venir réchauffer ce qu'on appelle la paraison, hein, ce qui est au bout de la canne, le verre fondu. La fonte de verre hein, pour que le verrier puisse souffler. Donc vous voyez, il y a moyen de faire un ballon plus ou moins allongé, on va dire, hein, selon la capacité du personnage. Il faut imaginer la masse que ça peut être aussi. Et pour le château de Versailles, la commande des fameuses arcades, chaque morceau dans l'arcade, là, de chaque glace, c'était presque 1 mètre la hauteur et 70 cm. Vous voyez, il fallait donc de ce cylindre, il fallait tirer quelque chose qui fait presque 1 mètre, imaginez. Donc c'était à la limite du savoir-faire, surtout français. Les Italiens étaient un peu plus en avance par rapport à ça. Donc ce cylindre, on va dire, hein, il était ouvert sur une génératrice, sur la longueur, et puis ensuite on allait le mettre dans le four, là, qu'on appelle l'étendrie, c'est un four à plus basse température, qui va permettre de ramollir la matière. Et du coup, comme on avait fondu, les deux morceaux de part et d'autre viennent redescendre par la pesanteur, et on a du plat. Vous voyez, en coupant les deux extrémités arrondies, on ouvre, ça s'ouvre, comme un sandwich, quoi. Et c'était le verre plat de l'époque, mais limité par la capacité du verrier, hein, de ce que pouvait faire le verrier. En Italie, ils avaient déjà commencé à trouver une façon de couler sur une plaque métallique. Donc ça permettait d'aller un peu plus loin au niveau des dimensions. Donc c'était vraiment la guerre, hein, vous imaginez. Il y avait très peu d'écrits, parce que tous ces secrets-là étaient précieusement gardés. En Italie, les verriers, ils étaient à peu près tous sur l'île de Murano. Ça continue, hein, il y a toujours cette culture du verre sur une île, parce que ça permettait de mieux protéger. Ça permettait aussi, les fours étaient travaillés à partir de bois, donc les flammes, tout ça. Il y avait des incendies quand même très très souvent, hein, dans ce monde-là. Donc ça limitait aussi les feux, hein, le fait que ce soit sur une île. Mais c'était surtout pour un peu avoir un peu les verriers sous la main, contre quelques avantages. Bon, il restait sur cette île. Hein. Mais il semble que pour la galerie des glaces, en fait, Louis XIV avait fait, enfin, les surintendants du bâtiment avaient fait enlever quelques verriers, hein, pour les aider, parce que c'était au-delà des capacités françaises. Alors, je quitte le côté historique pour arriver sur une partie un peu plus scientifique. Je commence par le sable de Fontainebleau, parce qu'on a la chance aussi d'avoir un sable de très haute qualité. Enfin, après, c'est pas simplement Fontainebleau, hein, c'est une désignation un peu plus générique que ça, mais un sable très blanc. Ce sable, il est constitué, comme vous le voyez ici, hein, il est constitué de petits cristaux, de petits grains, si on le regarde de près. Et ces grains, c'est de la silice pour la majorité d'entre eux.
Et la silice cristallisée, ben, c'est le quartz. C'est pareil, je pense que c'est un mot que vous connaissez. Alors, on a parfois la chance de pouvoir observer des cristallisations très importantes, hein, comme vous voyez ici, hein, mais de façon plus classique. Voilà, une plage, pardon. C'est beaucoup de petits cristaux, très petits, millimétriques peut-être, hein, mais de quartz. Alors, comment on fabrique le quartz qui est la silice? Bien, c'est pas très facile, mais on peut trouver, si on a ce qu'il faut pour chauffer. Vous voyez ici, on va se placer dans ce diagramme-là. Ici, on va regarder la température. Donc là, je vais me placer à suffisamment haute température pour que cette silice soit liquide. Et sur l'axe des ordonnées ici, vous pouvez imaginer de l'énergie ou un volume, selon ce qui vous est le plus facile à entendre. Hein. Je vais surtout parler en énergie. Alors, comme toute phase cristalline, en fait, quand je vais rencontrer en refroidissant ce liquide un point particulier de température qui va faire que je vais gagner la phase solide cristallisée et me retrouver ici sur un solide qui va refroidir jusqu'à l'ambiante. Ce chemin, alors ça a l'air très simple hein, de l'expliquer comme ça, ce chemin de cristallisation, il faut vous dire que ça va nécessiter un temps très très long. Il faut faire refroidir la matière, mais d'une manière très très lente, pour que finalement les atomes puissent s'organiser, se ranger de manière très symétrique, très, très ordonnée, sur une grande échelle. Hein, c'est ça le cristal, hein, c'est l'ordre des atomes, un ordre très, très soutenu dans la matière. Je fais toujours l'analogie avec les enfants. Si vous avez des enfants, ou si vous en avez eu, ou des petits-enfants, pour ranger la chambre, il faut un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps à l'enfant, même à nous hein, d'ailleurs. Hein. Bon. Déranger, ça va beaucoup plus vite. Le désordre, c'est très rapide, c'est très instantané. Alors vous allez voir, ça marche. Cette histoire de cette petite parabole, ça marche très bien. La silice, cette matière chimique, je peux en faire un cristal, le quartz, les petits grains de sable. Je peux aussi en faire un verre. Donc c'est pour ça que cet exemple est super intéressant pour nous. Alors maintenant, on va aller voir ça du côté du verre. Donc on va l'appeler la silice, mais amorphe. Vous voyez que le bloc, déjà, il ne ressemble pas trop. Hein. Les facettes, les belles arêtes, c'est fini. Hein. Il n'y a pas tout ça dans la silice amorphe. Hein. Alors, pareil, je vais aller chercher le liquide. Et au lieu de refroidir ce liquide très, 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 très lentement, au contraire, je vais le refroidir de manière très violente, le plus rapidement possible. C'est-à-dire, comme c'est fait sur cette image, en le versant, hein, en le passant de... Là, il faudrait aller chercher plus de 2000 degrés à l'ambiante, en le versant à l'ambiante, en le sortant du four immédiatement. Alors, quand on fait ça à la matière, pour elle, c'est impossible de suivre le chemin bleu, le chemin de cristallisation. C'est impossible. Ou, sauf quelques cas particuliers, mais pas pour la silice. Et dans ce cas, elle va suivre le chemin rose. Donc, vous voyez, elle va rester, vous vous rappelez, énergie ou volume. Hein, ça marche bien. Enthalpie, entropie pour ceux qui connaissent. Mais elle va rester sur un chemin très haut en énergie. C'est-à-dire que par rapport au cristal, le verre solidifié qu'on va trouver ici, eh bien, il garde en son sein, il garde beaucoup d'énergie, comme de l'énergie excédentaire. Et cette énergie excédentaire, en fait, elle qualifie le désordre. Donc, c'est un matériau qui n'est pas à l'équilibre. Hein, pour ceux qui connaissent un peu la thermodynamique, ce n'est pas un état à l'équilibre, c'est un état métastable. Alors, désordre. Donc, peut retenir ça, hein, donc la chambre bien rangée, hein, voilà, ça c'est le cristal, la chambre en grand bazar, ça c'est plutôt le verre. Donc vous pouvez vous imaginer qu'à l'intérieur du matériau, il y a beaucoup de désordre. C'est quoi le désordre? C'est des atomes pas bien rangés. Hein. Bon. Cependant,
ne soyons pas complètement pessimistes par rapport à cette affaire-là, pas bien rangé. Vous voyez, il y a des gens qui ont un bureau qui est, ils vont vous dire, enfin, vous allez rentrer dans leur bureau. Par exemple, vous rentrez dans le mien, Élodie, elle va me dire, voilà, quel bazar. Et moi, je vais dire, non, mais c'est un bazar organisé. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, un bazar organisé. C'est-à-dire que, bon, il y a du bazar, mais dans chaque pile, quand même, il y a un petit peu d'ordre là-dedans. Ben, le verre, il est plutôt comme ça. Il faut plutôt le voir comme un bazar, mais un désordre, mais organisé. C'est-à-dire que si on regarde de près dans une pile, on va voir un tétraèdre, toujours un peu le même, vous le voyez là-haut. Je vous ai emmené loin dans le passé et maintenant je vous emmène vraiment loin dans la matière, hein, vraiment à une échelle très 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 petite. Hein. Donc vous voyez, vous avez ici l'unité géométrique, l'unité moléculaire qui va être très caractéristique de tous nos verres, les verres qu'on utilise classiquement. On appelle ça le tétraèdre de la silice. En bleu, c'est l'atome de silicium, et puis en rouge, 4 atomes d'oxygène. Donc au niveau de cette entité-là, il n'y a pas beaucoup de désordre en fait. On aura toujours ce petit tétraèdre. Bon, les liaisons vont un tout petit peu bouger, ça peut bouger en termes dimensionnels. Les angles aussi un petit peu, il y a une petite distribution au niveau des angles. Mais le tétraèdre, on l'a toujours. Vous voyez, c'est l'idée du désordre organisé quand même. Par contre, si on regarde plus loin, dans l'enchaînement des tétraèdres, comment ils se lient les uns aux autres, là ça va être un peu la panique, hein, vous allez voir. Alors, pour vous montrer ça, vous avez 2 images à gauche, à droite. Est-ce qu'il y en a une qui, pour vous, représente l'ordre? Oui, hein, on est tous d'accord, à gauche, c'est très ordonné. Hein. Il y a un motif que vous avez en répétition vraiment partout. C'est le cristal, hein, ça symbolise bien le quartz en fait. Le quartz, mais il nous manque la 3e dimension. Donc les petits ronds noirs, c'est le silicium, et puis les ronds blancs, on voit 3 ronds blancs qui sont des oxygènes, il en manque un 4e pour faire le tétraèdre. Donc dans le quartz, comme dans la silice amorphe, là vous voyez c'est beaucoup plus désordonné, mais pas tant que ça en fait. Hein. Et on est sur le verre de silice, donc la silice amorphe. Donc c'est dans l'organisation après de ces tétraèdres entre eux qu'il y a un certain désordre. Et ça c'est un modèle, hein, évidemment vous voyez un petit dessin, donc ça résulte d'un modèle, mais qui a été complètement démontré, vérifié par l'observation. Ça, on est toujours content quand on peut le faire. Ça commence à dater 2012, je crois, oui, c'est ça, avec une expérience de microscopie en transmission. Donc, on va retenir que c'est un microscope qui fonctionne avec des électrons. On voit en fait une image en diffusion. Plus c'est blanc, plus l'atome que l'on regarde, c'est un atome lourd. Hein, du coup, en blanc, vous voyez le silicium, et puis moins clair, vous voyez les oxygènes. Et vous êtes d'accord que ça reproduit bien le modèle, hein, les arrangements. Alors, pour faire une petite ouverture artistique, qui n'appartient qu'à moi, hein, donc j'aime bien montrer par rapport à ce que je vous explique là, les nœuds sauvages, l'architecture qu'avait proposée Jean-Michel Ottoniel, et qui, enfin, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà une autre vision. Donc un monsieur qui travaille énormément sur le verre, hein, et je trouve que ces nœuds sauvages, c'est une belle représentation des assemblages de tétraèdres, enfin une belle idée de ça, avec un certain désordre aussi. Alors, on continue, hein, pour un peu mieux caler les connaissances qu'on peut avoir. Je reviens maintenant sur une propriété vraiment importante, qui est celle que pour faire un verre, il va falloir aller chercher le liquide, le fondre. Pendant qu'il fond, avant qu'il soit refroidi, il va falloir en avoir fait quelque chose. Par exemple, je veux faire un vase, je veux faire
Je veux faire une bouteille, je veux faire une plaque, il faut avoir le temps de faire tout ça avant que ça solidifie. Vous êtes d'accord, hein, ça va marcher un peu comme ça. Donc la propriété essentielle là-dedans, ça va être la viscosité. Et c'est là que le verre a des propriétés assez remarquables. Alors, pour lire un peu ces diagrammes-là, à nouveau, on va retrouver la température sur l'axe des abscisses, ici. La haute température est ici. À haute température, la matière, elle est plus visqueuse ou moins visqueuse pour vous? Ah, elle est moins. Alors, faut que j'explique alors. Par exemple, si vous comparez la viscosité, on se rend compte un peu de ce que ça représente quand on fait couler. On fait couler une matière. Si je fais couler de l'eau, imaginez, tout le monde voit à peu près ce que ça fait. Et si je fais couler du miel ou du chocolat fondu, ou de l'huile, tiens, de l'huile, prenons de l'huile. Qui est le plus visqueux, l'huile ou l'eau? L'huile est plus visqueuse. Oui, ça coule moins bien. Hein. Du coup, c'est visqueux. Et en fait, ça s'explique par des forces de cisaillement. Vous voyez, il faut que les couches se détachent pour que ça coule. Les couches de matière. Quand c'est plus visqueux, ça veut dire que on a un frottement qui est plus fort et qui retient les atomes entre eux. Hein, c'est ça que ça exprime. Donc en ordonnée, là, bon, dans une échelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une échelle qui est très grande en fait, on va porter cet aspect de viscosité, hein, le coefficient de viscosité dynamique. Donc à basse température, je vais retrouver... Ah, pardon, à haute température, hein, vous voyez que par exemple pour la silice, j'ai une viscosité qui est plus faible à haute température, et quand je vais refroidir, donc ça me fait gravir cette courbe un peu à l'envers. Hein. Je refroidis, je remonte en viscosité. J'ai placé là, pour redonner un peu les valeurs de comparaison, j'ai placé l'eau, hein, qui serait très bas là, l'huile, on a pris aussi le cas du miel. Hein, vous voyez, tout ça, c'est vraiment peu visqueux par rapport à ce dont on parle là avec le verre. Hein. Il faut quand même penser à ça. Donc, bon, la silice est là. La silice, c'est un matériau intéressant pour présenter les verres, hein, mais après, dans la vie de tous les jours, pour fabriquer des matériaux en verre, là, ça va devenir un peu compliqué parce que les températures qu'il faut atteindre pour faire le liquide sont vraiment très très hautes. Il faudrait travailler à 2000 degrés. Donc, vous voyez, en plus en pleine crise énergétique, vraiment c'est très compliqué. Mais je reparlerai de la silice dans certaines applications. Donc on va ajouter, comme l'avait indiqué la recette sur ce que je vous ai présenté au début, hein, sur la plaque d'argile, on va ajouter des ingrédients qui vont permettre de baisser cette température à atteindre. Donc on va ajouter, par exemple, si vous vous rappelez, hein, le carbonate de sodium ou la craie, et on va se retrouver sur une courbe qui est plutôt celle du milieu, ici. Hein, plus traditionnellement, hein, sur des compositions classiques, on va se retrouver là. Et donc, dans une plage qui se situe par ici, autour de 1000 degrés, c'est là que le verrier, le souffleur, va avoir tout le travail à faire de mise en œuvre, de mise en forme. Il y a d'autres compositions, hein, qui vont nous permettre d'être encore plus bas, j'y reviendrai aussi. Ici, vous avez les fours qu'on utilise aujourd'hui avec une fabrication du verre en continu. Là, plutôt un verre qu'on dit le verre float en anglais ou flotté, hein, donc qui permet de fabriquer du verre plat. C'est simplement pour faire un corollaire avec les températures. Vous voyez qu'on va enfourner les matières premières autour de 1350, 1400 degrés. Donc, bon, ce sont des hautes températures, hein, c'est un monde de haute température. Hein. Un peu plus loin, donc la matière, elle va avancer, hein, tout ça c'est en continu, elle va avancer vers une zone qui est très chaude, qu'on appelle la zone d'affinage. On va se débarrasser, les matières vont fondre, on va se débarrasser de certains gaz qui viennent des matières premières, des bulles aussi, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un verre plein de bulles. Donc pour ça, on va monter jusqu'à 1500, 1550 degrés, ça dépend évidemment de la composition. Et puis ensuite, vers 1100,
ça va être la zone de braise, c'est un terme de l'ancien temps, du Moyen-Âge. La zone de braise, hein, c'est la zone de travail. On va retrouver de la même façon cette zone de travail. Et puis le float, etc., je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, comme analogie, ici, artistique, que vous pouvez regarder vous aussi et réfléchir, vous voyez ce mouvement bloqué dans la sculpture, hein, qui illustre bien, je trouve, ces aspects de viscosité. À chaque fois, ce sont des sculptures en verre, hein, bien sûr. Alors voilà un peu le monde du verre, le monde de la fabrication du verre. Tout en haut, alors, enfin, en fait, il faut mieux commencer en bas. En bas à gauche, vous avez le bassin vide. Le bassin, il faut imaginer, c'est peut-être pas loin d'une pièce comme celle-ci, hein, 300 mètres carrés, 1,50 m de haut, hein, de matière en fusion. C'est considérable. Hein. Un four, ça tient, selon le type de verre, 5 ans, 10 ans. Vous voyez, ça va fonctionner sans s'arrêter pendant plusieurs années. Parce que les matériaux réfractaires vont finir par être abîmés, hein, corrodés par le verre. Donc les flammes que vous voyez en haut, hein, c'est une image pas tout à fait récente, mais sont plutôt des brûleurs à gaz. Hein, donc on va parler à la fin de la conversion un peu énergétique, hein, mais traditionnellement, c'est un monde où on travaille avec du gaz. Les deux images en haut, vous voyez comme des moules, hein, avec soufflé, pressé, eh bien, on a mécanisé, depuis le début du XXe siècle, on a mécanisé toute cette industrie. Les cannes à souffler, ben, on les a rangées du côté de l'artisanat, hein, l'artisanat d'art, il n'y a plus qu'eux qui utilisent ça. Et on a remplacé le souffle humain par, bien sûr, l'air comprimé, hein, pour mécaniser les choses et augmenter les cadences. Alors, voilà, donc j'ai perdu le laminage, hein, ce qui permet aussi d'imprimer sur du verre, hein, de créer un motif. Et puis, ici, vous voyez arriver une coulée de verre fondu, en fait, sur un bain de métal fondu qui est de l'étain. Ça, c'est le procédé float. C'est un procédé qui date des années 50, qui a été inventé par les Anglais, et qui marque vraiment une révolution aussi dans la fabrication du verre. Parce qu'en faisant ça, donc en faisant s'étaler un liquide sur un autre liquide, ça revient à ça, hein, eh bien, on va obtenir des plaques de verre qui auront, d'un point de vue optique, donc d'un point de vue de transparence, de qualité de la surface aussi très plane, qui n'auront pas besoin d'être polies. Donc ce procédé, il a permis de fabriquer en continu des plaques de verre directement utilisables pour les fenêtres, par exemple. Et donc c'est une invention anglaise. Et en fait, les Français, qui ont beaucoup œuvré technologiquement sur le verre, juste avant cette invention-là, ils s'étaient mis à mécaniser les choses pour polir avec des grandes polisseuses, des grands bras qui attrapaient les plaques de verre, qui les faisaient polir d'un côté, retourner, polir de l'autre côté, vous voyez un peu. Donc ils ont dépensé à cette époque beaucoup d'argent pour ensuite, bien sûr, basculer sur cette technologie qui est beaucoup plus intéressante. Mais bon. Donc c'est ce que je vous montrais ici, hein, le float. Hein. Une très belle invention. On produit toujours le verre comme ça. Hein. Et derrière, il manque encore une petite étape. Derrière ce float, hein, ce verre flotté, on va basculer donc de 1100, on arrive à 600 degrés. Hein, il progresse petit à petit, la température baisse. Et on va arriver sur l'étendrie. C'est la dernière phase thermique, on va dire, hein, où le verre est maintenu autour de 600 degrés, refroidi très doucement, pour libérer toutes ces contraintes. Et à partir de là, au-delà de cette étape-là, on peut l'usiner sans qu'il nous mette à la figure. On peut donc le couper, l'usiner, le graver et ainsi de suite.
Un petit retour côté composition. J'ai fait un parallèle avec les céramiques, parce que souvent les gens connaissent mieux les céramiques. Dans les céramiques, on peut dire il faut 3 ingrédients pour faire une céramique. Il faut un matériau plastique qui va permettre, vous voyez la potière ici, qui va permettre la déformation de la matière. Je vais la modeler avec les mains. Il faut ce qu'ils appellent dans le monde des céramiques un dégraissant, c'est souvent le quartz, c'est-à-dire cette silice cristalline, qui va donner la structure au verre, matériau rigide qui va donner la structure. Et puis un fondant, le fondant qui va permettre de baisser malgré tout la température à laquelle je vais traiter thermiquement la matière. En général, les alcalins, donc j'ai déjà parlé du sodium, hein, mais ça peut être d'autres éléments chimiques, alcalino-terreux, par exemple le calcium, sous forme de craie, hein, c'est ce qu'on a déjà cité tout à l'heure. Alors, dans le monde des verres, le matériau plastique, il n'y en a pas. Le matériau plastique, si vous voulez, le rôle qui est joué, pour intervenir sur la mise en œuvre, le fait de mettre en forme la matière, eh ben quelque part c'est le souffleur. C'est donc la viscosité qui entre en jeu à ce niveau-là. Le rigide, le dégraissant, ça il y en a. Hein, c'est ce qui va donner ce qui va former le squelette. Hein, c'est ce nous on va plutôt appeler ça les atomes formateurs. Et on va retrouver le quartz. Enfin, il sera à l'état amorphe, hein, donc on va dire silice. Mais il y aura aussi d'autres éléments chimiques comme le bore, dont je vais pas mal parler, le phosphore aussi, ou encore l'aluminium. Et puis les fondants, ben, c'est les mêmes, hein, c'est exactement la même chimie. Et vous voyez, pour comprendre, ici je me suis permis un petit diagramme de phase. Pour lire ça, vous pouvez repérer ici qu'on est sur la silice, que quand je vais me diriger vers la droite, je vais ajouter du sodium, un oxyde de sodium. Et ce qui m'intéresse, c'est la courbe qui est là, la courbe qui est à l'extrême là, qui sépare les solides et les liquides. Et en fait, sur cette courbe, je lis les températures de fusion. Donc, si j'ai de la silice pure, ma température de fusion, elle est à 1740 degrés, 1740 degrés. Affreux. Affreux pour les économies d'énergie. Donc, on va surtout penser à bien ajouter de l'alcalin, hein, ici l'oxyde de sodium. Et puis, on va se mettre, si possible, hein, dans le trou, quoi, le plus bas possible, de manière à ne pas avoir à chauffer beaucoup dans le four. Hein. Donc, vers une vingtaine de pourcents, hein, c'est très bien. Ça va nous permettre d'avoir un liquide par ici. Vous voyez l'efficacité, hein, et pourquoi on va appeler ça les fondants. Ils vont vraiment aider à fondre. Donc, on fabrique des eutectiques, etc. Alors, encore un petit quelque chose d'écrit par là, voilà. La céramique, comme vous savez sûrement, hein, elle va être donc le potier, il va fabriquer sa céramique à partir de cette plasticité de ces argiles et en mettant plus ou moins d'eau, hein, qui va permettre de jouer sur cette plasticité. Dans le monde technique, on va presser la matière et puis pour corriger la forme finale que l'on souhaite avoir, on va usiner avec des meules. Hein, ou rectifier, je cherchais le terme. Et ça passe par un traitement thermique qu'on appelle le frittage. Hein, donc on va d'abord presser la matière de manière à la solidifier, mais très peu. Hein. On peut, à ce niveau-là, déjà usiner pour préparer un peu la forme. Et puis, ça va passer en traitement thermique très haut, parce que la céramique, sont des matériaux très réfractaires. Et puis ensuite, il suffira de rectifier un peu si on peut. Pourquoi on n'a pas adopté la même méthode que pour le verre, c'est-à-dire se dire, je vais tout fondre. Je fonds et puis je mets en forme. Ça a l'air tellement simple. Parce qu'en fait... comme je l'ai dit, les céramiques, notamment les céramiques techniques, sont des matériaux qui vont avoir des températures de fusion vraiment très très hautes. Donc il n'y a pas moyen de fondre, de fondre dans des conditions correctes énergétiques.
Donc on va opérer par le moyen du frittage, hein, des forces qui vont donner de la cohésion à la matière. Alors, j'explique toujours ça. En fait, le frittage, vous l'avez tous fait, notamment quand vous étiez enfant. Alors, il n'y a plus beaucoup de neige aujourd'hui, hein, mais quand on était enfant, on a connu ça, ça va. Toi aussi, Elodie, tu as fait des boules de neige? Parce que c'est notre petite jeune. Hein. Il y a peut-être des jeunes de l'autre côté, hein, mais... Est-ce que tu as déjà joué aux boules de neige? Dis-moi, rassure-moi. Bon, ça va. Donc, pour faire... En fait, quand on ramasse de la neige, on va faire une boule en compactant la matière. De même qu'on pourrait le faire avec toute autre matière, hein, pour les céramiques. Et en fait, les mains à 37 degrés, par rapport à la boule de neige à 0 ou à moins et quelques, selon ce qui s'est passé, ben, les mains vont faire office de four. Et en fait, vous faites une opération de frittage. Vous faites une fusion partielle, une légère fusion, vous rapprochez les grains les uns des autres. Enfin, si on pouvait avoir un microscope, c'est ça qu'on verrait. C'est exactement ça, le frittage. Alors, ça, c'est pour le monde des céramiques. De la même façon, je peux vous poser la question, mais pourquoi les métaux, on les fait pas comme les verres? Pourquoi on souffle pas? Pourquoi il n'y a pas des artisans métallurgistes avec des cannes à souffler le métal? Trop dur, pourquoi? C'est plus lourd, c'est vrai. Les températures de fusion des métaux, c'est plutôt plus bas. Hein, c'est un monde... on ne dépasse pas beaucoup les 1000 degrés dans le monde des métaux. 1000, 1200, enfin... On est plutôt plus bas que les verres et plus bas que les céramiques. Ah. Alors ça me plaît bien comme idée. Je pense que ce que vous voulez, ce que vous dites, c'est... est-ce que vous avez déjà vu un métal en fusion? Et vous l'avez vu couler? Ça coule? Non, c'est ça qui vous manque en fait. Ça coule comme de l'eau. Donc on est sur un problème de viscosité. En fait, et comme le dit monsieur, en fait, la phase de remontée en viscosité, elle est tellement brutale qu'on n'a pas le temps d'agir avec la canne à souffler. Il n'y a pas le temps. Hein. On va passer de cet état de fluidité, franchement, proche de l'eau, hein, viscosité très très basse, à une viscosité max à l'état solide. Donc on peut pas. Donc le verre est un peu... Enfin, il a quand même sa spécificité par rapport à ça, hein, un machin un peu élastique. Hein, vous pouvez imaginer une matière quand même un peu comme le ballon de baudruche, quoi. Hein, ce côté visqueux, là, très élastique, quoi. Qu'on peut donc travailler de cette manière-là. Alors, maintenant, je vais aller sur différentes applications. On va faire un panorama un peu. Hein. Et j'ai fait ça il n'y a pas longtemps avec des jeunes étudiants dans le cadre d'une conférence et j'ai voulu placer les choses sous le point de vue de l'innovation. Alors, comment on fait pour innover? C'est une vraie question, ça. On peut se dire, comment on innove? On imagine de nouvelles applications. Nouvelles applications, les businessmen, surtout, ils veulent bien que leur cadre R&D se penche sur les marchés potentiels aussi. Un bon catalyseur de l'innovation, c'est quand même le monde économique. Hein, donc, le Samsung machin, l'Apple truc, dernière génération, c'est des bonnes innovations. Il faut aussi, je dirais, intellectuellement, être capable de repousser les frontières de ce qui est possible. C'est rien de le dire. Enfin, c'est très simple de le dire. C'est autre chose d'être acteur sur cette partie-là. C'est-à-dire, c'est le pire de tout, hein, vraiment. C'est-à-dire de ne pas se mettre des pré-barrières, en fait. De se dire, non, ça, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai fait l'exemple tout à l'heure de le gant qui tient le verre pliable, le verre flexible. Honnêtement, il y a certainement énormément de gens, même en recherche et développement, qui se sont toujours dit « non, mais ça, c'est impossible ».
Et donc, si on se dit ça, on se met une barrière de toute façon intellectuelle qui fait qu'on n'ira pas, on pourra pas trouver cette solution, en tout cas pas de façon simple. Oui, 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 c'est la barbe à papa. Vous voyez, à partir du moment où on peut fondre de la matière, il suffit d'aller tirer sur le bout qui fond et de mettre un bobinoir qui va tourner extrêmement vite pour enrouler le fil qui se solidifie et on fait la fibre. Alors la fibre optique, c'est un matériau très pur, etc. Et là, on a besoin de la silice. Là, on retrouve la silice du coup. Parce que là, ça vaut le coup d'abord d'y mettre le prix, puis on ne sait pas le faire autrement. Il faut un matériau qui conduise bien le signal. Oui, c'est du verre, oui. Très important comme application. Énorme. Est-ce que la laine de verre, c'est aussi... Alors, la laine de verre, c'est considéré comme du verre. Après, une composition par rapport à la laine de roche, qui n'est pas la même source. Mais la laine de verre, c'est du verre, oui. Oui, aussi. Oui, un verre d'une autre composition, mais oui, tout à fait. Alors, je termine sur mes pistes d'innovation. Donc, le fait de repousser les limites de ce qui est possible, de ce qu'on peut envisager comme possible, ça nécessite de bien comprendre la matière, de bien comprendre les mécanismes. Vous voyez, c'est là que la recherche, elle a vraiment du sens et elle est vraiment importante. Parce que si je comprends comment ça fonctionne, je peux effectivement repousser les limites. Mais bon, celui qui a les idées et celui qui n'a pas d'œillère, c'est ces histoires d'œillère, en quelque sorte, c'est très bien. Et plus c'est moche parce que plus on vieillit, plus on a d'œillère, paraît-il. Parce qu'on marche, vous savez, on marche, on forme notre esprit grâce à l'expérience. Et donc, en vieillissant, on a donc beaucoup plus d'expérience qu'un petit jeune. Mais du coup, ça referme un peu les limites du possible aussi. C'est les psychologues qui le disent, mais ça a sûrement du vrai. Alors, dans le monde du verre, les innovations, il y a 2 pistes vraiment majeures. Il y en a sûrement d'autres. Enfin, deux axes pour innover, qui sont la composition du verre. Alors, la composition, là, on a vraiment de la chance. Vous connaissez tous le tableau périodique des éléments. Il y a un sacré paquet, il y a du monde. Mais quasiment, on peut faire avec tout ça, quoi. C'est les pistes, grâce à ce désordre, en fait, ce désordre, il permet tout ça. Il permet d'une variété de compositions chimiques qui est vraiment extraordinaire. Donc, il y a beaucoup à trouver, rien qu'en explorant, en fait, le tableau. Le tableau des possibilités chimiques. Et puis, par-dessus le marché, on s'est rendu compte que le verre était quand même un support très intéressant à différents dépôts de couches minces. Donc, on peut aussi traiter en surface, venir déposer des tas de choses, ou fonctionnaliser, greffer, fonctionnaliser. Donc, ça ouvre vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Alors, si vous voulez, pour un chimiste en laboratoire, pour un chercheur, jouer sur la composition, c'est pas très compliqué. Enfin, nous, on le fait, il n'y a pas de souci. Mais pour un verrier, avec le genre de four que je vous ai montré, modifier la composition du verre, non, c'est... il ne fait pas ça tous les jours, parce que s'il modifie la composition du verre, il modifie toute la chimie dans son four, c'est beaucoup d'argent en jeu. Donc modifier un verrier, un producteur de verre, il va pas facilement aller sur cette voie-là, sauf pour des petites niches. Par contre, la voie des traitements de surface, les verriers les ont beaucoup développés. Alors, par exemple, je crois bien que au moins les 2 applications qu'on voit là, sont des applications où le verre, c'est du vitrage. Le verre vraiment sert de support, de substrat, et on vient ajouter différentes couches pour donner la propriété. Alors, les deux petites illustrations ici, vous voyez une paroi qui est opacifiée ici, alors qu'ici, elle est complètement transparente. Donc là, en fait, entre 2 couches de verre, on a mis des cristaux liquides
Selon leur orientation, on voit bien le petit schéma, hein, donc si on fait passer du courant, en fait, on va aligner les cristaux liquides, et bon, par un jeu d'indices optiques, hein, c'est pas si simple, hein, il se trouve que ça va pouvoir être transparent. Bon, ça, c'est une application qui commence à être bien présente, hein, et on vend ça pour les salles de bain aussi, j'ai vu ça. Et là, vous voyez, dans cette application-là, ça existe aussi dans les avions. Si vous avez peut-être pris un avion qui avait ce genre pour occulter la lumière, hein. Là, on peut, pareil, hein, il y a ce qu'on appelle les verres intelligents. On peut commander la graduation de l'opacité de la fenêtre. Ce qui veut, bon, ça c'est très bien aussi pour gérer un peu les économies d'énergie, hein, qui arrivent dans le bâtiment. C'est une application qui est quand même très intéressante. Il n'y a absolument plus besoin de voler, hein, quelque part, sauf pour le contexte de vol, hein, autre chose. Mais par rapport à la lumière, c'est autosuffisant. J'ai mis aussi les panneaux solaires où bien sûr il y a un vitrage qui protège les semi-conducteurs, hein, enfin, ce qui est actif pour le panneau solaire, pour le photovoltaïque. Hein, le verre joue un rôle très important. Il faut qu'il laisse passer le maximum de lumière. Hein, donc on va travailler sur l'architecture de la surface pour améliorer cette propriété-là. Alors, je commence par illustrer voilà ce qu'on peut faire avec le jeu sur la composition chimique. Heureusement, il y a quand même des verriers qui l'ont fait, hein. Donc c'est Corning notamment, c'est une invention de fin 19e, Schott, et Corning qui a produit ce verre. C'est un verre, donc je vais parler du verre Pyrex ou de verre au bord en général. Quand on dit verre au bord, il n'y a pas que du bord, bien entendu, hein, c'est toujours la base dont on a parlé précédemment, la silicium qui sert de formateur, les alcalins, les alcalino-terreux éventuellement, et puis il y a du bore. Il y a du bore et ça va tout changer. Enfin, en tout cas, ça va apporter de nouvelles propriétés. Ce verre au bord, en fait, c'est le verre que vous avez dû manipuler quand vous faisiez les travaux pratiques de chimie. Vous reconnaissez les béchers, toute la panoplie de la verrerie du chimiste, c'est ce type de verre-là. Pour deux raisons. Parce que ce verre-là, vous pouvez le porter à la flamme. Alors ça ne se fait plus aujourd'hui, hein, c'est interdit, mais vous pouvez le mettre sur une plaque chauffante. Il va supporter très bien le choc thermique, c'est-à-dire une variation de température importante ne va pas le faire se casser, ne va pas provoquer une fracturation. La deuxième raison pour laquelle il est très utilisé, c'est que c'est un verre que je vais qualifier de très inerte chimiquement. Alors je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, très inerte chimiquement, si. Je vois des oui. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout envie de se marier avec ce qu'il y a dedans, vous voyez, hein, donc il n'y a pas de réaction chimique avec le contenant. Hein, donc il ne réagit pas ou extrêmement peu. On va voir, hein, après je vais vous montrer que ce n'est pas si simple. Hein. Tout n'est pas si simple. Alors, évidemment, un verre comme ça, c'est très très important dans les applications. Par exemple, en pharmacie, hein, on a besoin de stocker des médicaments dans un matériau qui soit complètement inerte, hein, vous voyez, qui ne réagisse pas, qui ne viennent pas perturber, abîmer ou je ne sais quoi le médicament. Donc c'est vraiment le monde de la pharmacie, hein, le monde de la chimie. Hein, on va pouvoir stocker des acides, des bases, des produits super agressifs, hein, dans le verre. Hein. L'alimentaire, hein, et notamment, on parlait tout à l'heure de Duralex, mais là c'est le verre Pyrex qui est produit à Châteauroux. Les plats culinaires, hein, qu'on va pouvoir porter au four, qu'on va pouvoir mettre au frigo, enfin, le choc thermique, tout ça, c'est complètement maîtrisé. Et on ne s'empoisonne pas en utilisant du verre. Je crois que c'est une idée qui est bien passée du côté des applications. Alors pour rester quand même toujours un peu sur le côté artistique, on a un artiste de la région, alors du début XXe siècle, hein, qui est Henri Navarre, qui a
révolutionné le monde de la sculpture du verre à l'époque. Et ça c'est assez extraordinaire. Ce monsieur, il a, en général, les artistes verriers, ils travaillaient le verre cristal au plomb, hein, parce que c'est magnifique. Et bien lui, non, il a travaillé le pyrex, c'est-à-dire ce qui était produit pas très loin de chez nous, hein, dans la vallée du Loing. Et du coup, ça a créé des choses très très belles que vous allez voir un tout petit peu après. Donc vous voyez, le fait de mettre du bord dans la composition, ça crée un verre qui apporte de nouvelles propriétés très très intéressantes. Alors, Duralex, c'est vous, madame, qui en parlez, hein. Un petit clin d'œil du côté de Duralex, parce que c'est aussi ça fait partie du patrimoine régional, bien sûr, mais national, je dirais, hein, national complètement. C'est la production de ce verre, alors c'est le verre des cantines, hein, donc il y a eu des hommages artistiques, vous voyez, hein, l'artiste Jean-Marc Pinson en hommage aux ouvriers. Pour fêter les 70 ans de ce verre aussi, les 5 designers qui ont réinventé des usages, donné plein d'usages possibles à un des verres aussi. Ce verre-là, vous le connaissez aussi parce qu'il est incassable, je pense. Vous retenez... Ah, un petit doute? Bon, on doit pouvoir le casser à un moment, hein. Mais bon, il peut tomber pas mal, hein, avant de se casser, hein. Il peut quand même subir pas mal de chocs. Alors cette propriété-là, c'est pareil, hein, on aurait demandé à quelqu'un je sais pas, même du XVIIIe siècle, tu crois que le verre sera incassable un jour? Il aurait dit, selon le tempérament, tu rêves un peu, mon gars. Eh bien, si. Et là, pour rendre le verre incassable, eh bien, il y a plusieurs stratégies, mais notamment la stratégie de la trempe thermique. Hein, c'est-à-dire, je vais avoir un petit schéma après, mais c'est-à-dire de venir de réchauffer et refroidir différemment la surface du matériau par rapport à son cœur. Et si on fait ça, en fait, on met la surface en contrainte par rapport au cœur qui, lui, est en extension. Ça marche comme la mécanique, en fait, hein. Et si vous mettez la surface en contrainte, en fait, ça va empêcher l'ouverture d'une fracture, hein, parce que la matière, elle est comprimée. Vous voyez? Donc, ça sera compliqué à une fissure de vraiment se développer. Ça repose sur cette propriété-là. Un petit clin d'œil artistique à la fracture. Alors, ici, on voit plusieurs choses. Vous voyez, un escalier en verre. C'est pas encore courant. Ah, je vois une dame qui s'étonne beaucoup quand même. Et oui, le verre, voilà, il faut repousser nos limites. Le verre n'est pas un matériau fragile, il ne va pas se casser. Donc on va avoir des escaliers. Il est robuste. On va faire des poutres en verre, vous voyez. À l'intérieur, c'est au niveau du Louvre, au laboratoire sous la dalle. Et puis le petit schéma, hein, de ce que j'ai expliqué un peu avec les mains, hein, de mettre cette surface en compression. Quand on fait la trempe, c'est ce qu'on fait aussi sur le pare-brise. Hein, c'est du verre trempé en sandwich, hein, feuilleté, on va dire. Hein. Il y a une feuille de polymère, hein, qui va coller en plus 2 plaques. Hein. On trempe, oui, c'est ça. C'est composite. Hein. Mais la trempe va faire que même s'il se casse, il va se casser le verre en petits morceaux qui ne sont pas coupants, tout arrondis. J'en ai fait l'expérience sans le vouloir il n'y a pas très longtemps avec un verre Duralex et c'est vrai, ouais. C'est de la matière tout arrondie. Pire de tout, j'aurais dû vous prévenir avant. Ça va, ça fait un choc ou encore, c'est pas le pire, hein. Alors là, on est dans les Alpes. Donc, voilà, pour faire du sensationnel, on va mettre des plateformes transparentes, enfin, des plateformes en verre, hein, donc plutôt transparentes. Et en Chine, ils ont fait ça il n'y a pas longtemps, là, à 400 mètres d'altitude. Apparemment, faut vraiment pas avoir le vertige pour aller là-haut. Hein. Faut vraiment... Comment? Oui, il y en a beaucoup, hein. Il y en a pas mal. Hein.
Ah oui, ah oui. Et au Niagara Falls aussi, ils en ont installé une, mais c'est moins haut. Et là, je sais, j'ai pas regardé, c'est dans les Alpes, mais j'ai pas fait attention à l'altitude. Quelqu'un y est allé, non? Oui, sûrement, hein, je pense, oui. J'ai pas fait attention exactement au le lieu et l'altitude. Mais c'est oui, c'est ça. Donc le verre est un matériau auquel on a complètement confiance pour faire enfin, en tant que matériau de structure, vous voyez? Hein. Ah oui, c'est vrai. Il vient d'enlever les skis et du coup, bon, il a trouvé que ça. Alors, du coup, je reviens sur ce matériau en feuille de papier là, hein, le côté flexible. Ça, ce sont des innovations Corning. Ce verre-là, bon, c'est vraiment, enfin, c'est assez extraordinaire, hein. Ce verre-là, donc, il a commencé par le Gorilla Glass. On va dire c'est le papa. Dans les années 2010, il y a eu plein de phases, hein. Et c'est un verre qui protège un grand nombre de nos smartphones, on va dire, hein. Les écrans plats, les écrans tactiles, les montres, dès qu'il y a du tactile, hein, bien souvent on a ce type de revêtement parce qu'en fait il est anti-rayures. Enfin, par rapport à un polymère, à un plastique, ça va vraiment protéger contre les rayures. Alors maintenant, donc, plus récemment, les gens de Corning qui travaillent sur la R&D, ils ont développé le Willow Glass. Le Gorilla, il allait jusqu'à moins de 1,5 mm, mais celui-là, donc celui qui est comme la feuille de papier, c'est 100 à 200 microns. 100 à 200 microns, c'est le cheveu, hein, c'est ça, hein, l'épaisseur d'un cheveu, hein. Alors effectivement, plus c'est fin, plus c'est flexible. Vous parliez de fibre optique tout à l'heure, madame. Une fibre optique, vous êtes tous d'accord que c'est pourtant du verre, mais c'est hyper flexible, parce que c'est fin, on est sur ces géométries, ces épaisseurs-là, effectivement, donc c'est très flexible aussi, hein. Mais pour que ce soit résistant, bah là, on va faire des trempes, on va faire un renfort aussi, hein, chimique de la surface, on va faire une trempe qu'on appelle chimique. Et la base de cette trempe chimique, voilà, c'est que à la surface du verre, on va faire sortir des petits atomes et à la place, on va fourrer des gros. Vous voyez? Du coup, de la même façon, le fait de mettre des plus gros atomes, ça va aussi contraindre la surface, quoi. De la même façon que le fait la trempe thermique. On met la surface en compression. Oh ben non. Oh bah, parce que ça reste petit, si vous voulez, hein. Oui, c'est ça. Non. Enfin, c'est une composition différente quand même. Il joue sur tous les tableaux là. C'est aussi parce que il faut garder la propriété anti-rayure. Il faut pas perdre sur d'autres plans, hein, d'autres propriétés. Hein, donc c'est des compositions particulières sans être. Enfin, après ils donnent pas la recette, hein, vous savez. Hein, c'est vraiment très protégé, bien sûr, hein. C'est des boroaluminosilicates. Bon, nous, en labo, c'est des verres qu'on connaît, hein. Après, il y a sûrement des ingrédients très particuliers. Alors, pourquoi s'intéresser à ce genre de choses? Bon, bien sûr, il y a des marchés derrière, hein. Si on sait faire du verre courbe, ça veut dire qu'on est capable d'équiper en vitrage à peu près n'importe quelle surface, quelle que soit sa forme. Alors que pour le moment, on était limité à du plat, vous voyez? Donc on va rentrer dans un vitrage qui va s'installer un peu partout. Qui dit vitrage dit solution pour tout ce qui est connecté. Parce que on peut, on sait faire, hein, en dessous à l'intérieur du vitrage, on sait mettre toute la connectique, l'électronique qui va, les capteurs tactiles, etc., hein, qui font qu'on pourra connecter faire travailler les choses en mode connecté. Alors, je vais vous mettre des petites illustrations. C'est donc futuriste, hein. Donc, par exemple, dans le véhicule, il y a des tas de surfaces, sur le tableau de bord, il y a des tas de surfaces courbes qui ne demandent qu'à être occupées, n'est-ce pas, par du connecté.
On peut imaginer, c'est des publicités Corning, hein. On peut imaginer en ville, vous recherchez, vous avez besoin d'un plan, bah, le plan peut être connecté, hein. Vous pouvez vraiment faire une recherche très personnalisée de votre rue. Là, on imagine une réunion de travail avec des gens un peu partout sur la planète, hein, on n'est plus limité en termes d'écran. Tout devient très grand en fait. Voilà, donc ça c'est les perspectives de développement du mode connecté à travers le verre. Alors l'optique, parce que parler de verre sans parler d'optique quand même. Donc là, il y a beaucoup de choses, hein. Donc il y a beaucoup d'images du coup. En bas à gauche, hein, bon, l'optique, j'allais dire traditionnelle, hein, mais qui va vers des choses très 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 pointues. Toute l'optique actuelle qui développe des choses très, enfin, de l'optoélectronique, hein, des choses très très pointues. L'endoscopie, vous voyez ici, l'endoscopie pour le monde médical ou le monde technologique. À l'intérieur, on a de la fibre optique, hein, qui va conduire le signal. Donc la fibre optique, bien sûr. Toutes les télécommunications aujourd'hui, c'est tellement important. La lunette du fantassin, développée par Safran notamment, avec la vision de jour, c'est de la vision augmentée, hein, que ce soit de jour, de nuit, le télémètre incorporé, c'est des objets d'une technicité tout à fait inouïe, hein, développée à Safran notamment. Par rapport à ça, la vision de nuit, donc vous avez ici une image thermique. Vous savez qu'on peut récupérer le rayonnement infrarouge émis par un corps chaud. Vous avez peut-être déjà vu votre image par une caméra infrarouge? Pas forcément. Donc, bon, c'est possible, hein. Donc, au lieu de vous voir avec vos cheveux, vos lunettes, etc., en fait, on verrait des zones très chaudes, rouges, par exemple, des endroits plus froids du visage ou du vêtement en dégradé de couleur, comme ça. C'est important. Ah, zut. C'est très. Alors, ça, c'est pas ça, c'est là. Typiquement, vous voyez cette image thermique ici, mais elle est un peu palote, hein, donc on y a moyen d'intensifier, hein, grâce à la fibre optique, à ce qu'on appelle les CCD, des multiplicateurs de charge. Le mode infrarouge, il est aussi toute l'optique infrarouge, il est aussi développé grâce à des verres qui sont particuliers, dont vous avez des images ici. Hein, c'est vraiment pas le verre traditionnel, hein, c'est du verre complètement opaque, mais qui va être transparent dans l'infrarouge. Hein, d'où le petit spectre que j'ai mis ici. Donc ça, en fait, on a moyen de préparer l'optique pour le monde infrarouge. Avec ces verres, on va adapter lentilles, etc., à ce mode de vision particulier. Donc, vous voyez, là, en jouant sur la composition, hein, ça permet de développer une optique spécifique de l'infrarouge. Donc, très important, hein, cet axe de la composition, hein, très, très important. Alors, un petit clin d'œil au télescope, parce qu'il y a quand même James West qui fait beaucoup de... dont on entend beaucoup parler. Alors, malgré tout, ce n'est pas tout à fait le même système, j'y viendrai après. En ce moment, il y a un télescope, le miroir, moi je vais parler du miroir, un miroir qui est en train d'être fabriqué, c'est pour 2025, je ne sais pas si ça sera fait en 2025, pour le ELT. Ça veut dire Extremely Large Telescope. Il y a le Very Large, pour ceux qui connaissent, ceux qui aiment bien tout ça. Hein. Il existe déjà le VLT, le Very Large, mais maintenant, ça sera le Extremely Large. Vous voyez le petit segment là, c'est pas tout à fait un verre, c'est le substrat du miroir, un morceau, un segment de ce miroir.
il y en aura comme ça presque 1000 qui vont être assemblés les uns avec les autres. Ce substrat, il est pas en verre tout à fait, en vitrocéramique, un petit peu dérivé du verre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et on va faire ensuite le dépôt réfléchissant par-dessus ce substrat. Alors, c'est un miroir, un télescope qui est destiné à la Terre, à l'observation sur Terre. Ça change les choses par rapport à ce qu'on peut envoyer dans l'espace. Du coup, je peux peut-être vous montrer ça. Du coup, vous voyez, on voit ici un assemblage de quelques segments, pas beaucoup, hein, mais vous voyez que ça repose sur des tas de mécanismes en dessous. Chaque segment est indépendant l'un de l'autre et va pouvoir être piloté par des actionneurs de manière à s'affranchir, corriger les turbulences atmosphériques. En fait, on va venir déformer... c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, hein, mais on est capable de venir avec les actionneurs modifier un peu la position de chacun des segments de manière à corriger les turbulences atmosphériques qui sinon ne permettent pas du tout l'observation qui est visée ici, hein, d'aller chercher les exoplanètes, etc. Donc imaginez 1000 segments comme ça. Donc le matériau qui, comme c'est terrestre, le miroir a une destination terrestre sur un mont très, très élevé du Chili, donc dans une atmosphère malgré tout très très pure, hein, mais on est quand même sur Terre, il y a pas mal de couches atmosphériques à traverser pour recevoir le signal. Donc c'est très important que le substrat soit extrêmement stable, qu'il ne bouge pas avec la température. De jour, de nuit, hiver, été, il faut. Donc pour faire ça, donc, il faut chercher des matériaux qui ont... Alors ce qui joue là, c'est le coefficient de dilatation thermique. En fait, on en a déjà parlé avec le verre au bord, hein, le verre au bord qui est très stable. Hein, il n'y a pas de choc thermique, il ne va pas souffrir d'un choc thermique parce qu'il a un coefficient de dilatation thermique très bas. C'est pareil, hein, sauf que là c'est à l'extrême, hein, il faut vraiment que ça ne bouge pas. Donc, il y a certains verres, comme les verres au bord, sont déjà intéressants, mais il faut faire encore mieux. Et du coup, on fait une vitrocéramique, enfin, c'est une vitrocéramique que prépare Corning, hein, Schott, en zéro dur, notamment, avec des cristaux. Et en fait, il y a une compensation au niveau du comportement à la température, il y a une compensation entre les cristaux et la phase vitreuse. Alors ce matériau, hein, on le retrouve ici, la vitrocéramique de Schott. On la retrouve dans une autre application où il faut une extrême stabilité. C'est pour faire la navigation inertielle dans les gyrolasers. C'est un instrument un peu sophistiqué, hein, mais qu'on va trouver dans les sous-marins, les avions, les hélicoptères, hein, notamment dans le monde militaire, lorsque la navigation doit être complètement autonome. Donc ces matériaux-là, ils vont permettre de déterminer des vitesses par rapport aux différents axes et de recalculer à tout instant la position de l'engin. Il y a un laser à l'intérieur, hein. Vous voyez la partie brillante dans le rouge, ça c'est le trajet d'un laser hélium-néon. Et puis un effet Sagnac pour les physiciens de la salle, hein, donc des interférences qui permettent d'aller chercher cette valeur. Voilà le matériau, vous voyez les petits grains noirs dans l'image là, les petits grains noirs qui sont les cristaux. Alors pour illustrer un peu ce qu'on peut faire en recherche, hein, quand ça veut dire quelque chose ou par rapport au temps c'est ça? D'accord, ok. Alors une illustration par rapport à ce qu'on peut faire en recherche. Oui, mais tu fais bien. L'industriel, il est venu vers nous parce qu'il avait des soucis dans la durabilité de ces gyrolasers, la durabilité dans le temps, qui parfois était écourtée, et il voulait comprendre pourquoi. C'est des engins infiniment chers, hein. Je ne vous dis pas le prix, mais tout ça, c'est extrêmement cher. Alors,
bon, en remontant la piste, hein, c'est un peu comme une enquête, hein, on a compris qu'il y avait une relation avec la préparation du bloc de verre. Et la préparation, donc vous voyez, il faut découper, hein, la forme elle est particulière, il faut aller découper un canal là-dedans. Donc il y a beaucoup d'opérations d'usinage, de nettoyage avec des agents chimiques hyper agressifs. Et en fait, on a compris que le problème, il était plutôt là. Et que il y avait une altération du verre, en fait, hein, de la surface. Et par spectroscopie, alors on fait appel à différents moyens, notamment de la spectroscopie RMN. C'est un peu l'IRM, hein, l'IRM, il y a plusieurs façons de le mettre en place, mais c'est un peu cette technique-là, où on va sonder un élément chimique spécifiquement. Hein. Donc là, le silicium, dans les images que vous avez là-haut, et vous voyez comme bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais vous voyez comme ce signal-là est important, hein, et absent sur les autres courbes. Et en fait, ce signal-là, il témoigne de l'altération en fait, hein, de ce bloc de verre. Alors la microscopie aussi nous a renseigné. Hein, vous voyez ici, on voit des gros trous vides. En fait, il manque les petits cristaux. Hein, il y a eu vraiment de l'altération. Le signal du proton aussi qui augmente, qui informe sur la présence d'espèces hydratées, d'espèces aqueuses. Hein. Et puis tout simplement, la spectroscopie optique d'émission, c'est-à-dire lorsque une spectroscopie qui va analyser la lumière émise en fonctionnement, hein, et qui repère la présence effectivement des raies de Balmer, des raies caractéristiques de l'hydrogène. Voyez. Donc tout plein de signaux qui se focalisaient sur hydratation. Puis après, après on affine et on propose des solutions. Alors, il reste plus qu'un quart d'heure, alors... tiens, je vais vous faire celle-ci. En restant sur la durabilité. La durabilité, ça nous emmène aussi du côté du verre du patrimoine. Ça pourrait être le verre archéologique, mais j'ai jamais eu l'occasion de travailler dessus. Le verre du patrimoine, il nous emmène sur des verres, des matériaux anciens, qui peuvent avoir plusieurs siècles, et qui peuvent avoir rencontré des atmosphères ou des conditions de stockage qui font qu'ils s'abîment ou pas d'ailleurs. Hein. Donc, on a travaillé sur, je vous ai cité tout à l'heure Henri Navarre, l'artiste verrier, on a travaillé sur sa production de masques, dont vous voyez quelques exemples ici. Évidemment, quand vous allez dans un musée, vous n'avez pas la recette, hein. Il y a l'objet, mais bien souvent, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein, donc, il s'agissait déjà de savoir quel verre il avait utilisé. Et puis, ce qui nous intéressait, c'était surtout l'état d'altération. Mais enfin, ce sont des objets pas très anciens, ceux-là. Hein. Donc, pour ça, vous voyez l'appareil qui a été mis, on est dans le musée, hein, avec cet appareil-là. On acquiert un spectre qui s'appelle les spectres Raman, une information sur les atomes présents, une information vibrationnelle. Ici, le masque de Diane, qui a reçu notamment ces analyses. Et ça va permettre de produire ces signaux que vous voyez là, hein, et qui sont, vous voyez, des différences importantes, hein, d'un spectre à l'autre, qui témoignent de la composition. Alors le rouge, par exemple, c'est un pyrex, les fameux verres au bord. Et on sait que Henri Navarre a beaucoup utilisé le pyrex. Hein, donc c'était notamment celui-là qui nous intéressait. Donc ça a été une première approche, hein, de savoir un peu quel verre il a utilisé pour ses masques. Et puis, comme ce sont des objets artistiques, ensuite on peut avoir accès à un laboratoire dédié à l'étude du patrimoine, c'est le C2RMF au Louvre. Ça veut dire Centre de recherche et de restauration des matériaux, des musées de France. Donc là-bas, il y a un accélérateur qui permet de faire des analyses chimiques et donc d'avoir des éléments encore plus précis, hein, ce qu'on a pu faire. Vous voyez ce masque bleu, par exemple, le masque qui s'appelle le petit faune. En fait, le bleu, ce n'est qu'une couche intermédiaire. Hein,
on a 2 surfaces de verre. Il a utilisé 2 surfaces de verre, dont une surface en pyrex, une petite couche de verre bleuté, qu'on a eu le grand étonnement parce qu'il s'avérait que c'est un verre au plomb. Hein, ça a été quand même assez étonnant de voir ça. Donc une petite couche de verre au plomb. Et puis ici, des profils. Hein, ici, on vient étudier avec une expérience qui s'appelle le TOF-SIMS. On vient étudier l'extrême surface, quelques microns, et regarder quels sont les profils des différents éléments chimiques, notamment en présence de plomb. Hein, la question, c'est est-ce que le plomb migre vers l'extérieur, hein, ce qui est dangereux. Hein. J'ai un peu sauté cette phase-là à vous l'expliquer, mais bien sûr, dès qu'on a affaire à un verre au plomb, on s'interroge, pour des questions environnementales, on s'interroge sur la capacité de ce plomb à migrer vers l'extérieur, donc à sortir de sa matrice. Alors, donc sur le début de mon exposé, hein, je vous ai présenté des propriétés vraiment très améliorées, la robustesse du verre, j'ai beaucoup insisté là-dessus, l'inertie chimique du verre. Hein. Sur certaines applications, toutes ces questions deviennent infiniment pointues et on va être intéressé, même si ce matériau il est extrêmement robuste chimiquement, on va vouloir le qualifier de manière encore plus fine pour lui confier des choses, des éléments à stocker, on va dire, hein, des contenants, encore plus, alors soit agressifs, c'est la question des médicaments. Hein, pour certains médicaments qu'on veut développer, en fait, ils nécessitent des excipients, par exemple, tellement basiques que, en fait, on n'a pas de contenant. On ne sait pas dans quoi les mettre. Donc là, on va chercher un verre qui a des propriétés d'inertie chimique encore meilleures que le verre normal, quoi, vous voyez. On va vraiment chercher encore à monter à repousser cette limite. Cette question-là, cette question de l'inertie chimique, elle se pose aussi dans le contexte des déchets, notamment de déchets dangereux, notamment le déchet nucléaire. Je vais peut-être vous montrer un peu ça. Là, on est sur le patrimoine. Ah oui, et puis c'était la question du médicament, mais vraiment, il y a un enjeu, hein, on travaille beaucoup là-dessus. Je vais passer parce qu'il n'y a pas forcément le temps. Là, on est sur le verre nucléaire. Alors, est-ce que vous savez que nos déchets radioactifs sont vraiment la dernière étape, hein, lorsque le combustible a bien travaillé dans le cœur du réacteur, on va retraiter une fois ce combustible pour extraire l'uranium, le plutonium, le réinjecter dans un combustible neuf. En quelque sorte, ça travaille 2 fois. Hein. Et puis, tous les déchets radioactifs, tous les éléments radioactifs qui ont été générés par la réaction de fission, eh ben, il faut en faire quelque chose, hein, parce que c'est des éléments qui sont extrêmement dangereux pour l'homme. Hein, donc, ils sont bloqués dans une matrice de verre. Je vous l'apprends ou souvent les gens ne le savent pas. Donc vous voyez ici une coulée de verre nucléaire. Hein. Les petits cylindres noirs, là, c'est le combustible, hein, UO2 avec un petit peu d'oxyde de plutonium. Hein. Les arrangements combustibles, donc les petits cylindres sont enfilés dans les tubes, hein, et on fabrique ces arrangements combustibles, ces assemblages combustibles qui vont constituer du coup le combustible qui est installé dans le cœur. Alors, mince, c'est parti. C'est un mélange de produits radioactifs et de verre, ou c'est le verre n'est que le contenant? Alors, je vais vous le réexpliquer bien ça. Vous voyez, on fait vous me parlez du coup de ce verre nucléaire, ce qu'on appelle le verre nucléaire. On a les produits de fission, enfin les déchets radioactifs
vont être mis sous forme liquide, hein, dans un acide. Ils vont être calcinés et ils vont être associés effectivement à un verre, qu'on appellera une frite de verre. Ouais, c'est loin d'être l'élément majoritaire du bloc qui va être coulé, vous voyez. Hein, c'est à peu près 18% massique de produits de fission. On va couler ça dans des grands cylindres, dans ces grands fûts métalliques là, qui contiennent à peu près 400 kg de verre. À peu près, ça doit mesurer à peu près 1,50 m. Et puis, bon, actuellement, voilà, ils sont refroidis, hein, pour bien stabiliser tout ça dans les usines de retraitement. Alors voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc ici, on voit cette coulée de verre, un peu et une petite image qui représente un peu les atomes. Alors, souvent, quand j'explique ça aux étudiants, ils s'imaginent, quand je dis que les déchets radioactifs vont être insérés dans un verre, je vais faire une comparaison avec la pâtisserie. Hein. Ils s'imaginent un peu le gâteau au chocolat, en fait. Il y a les pépites de chocolat qui seraient les déchets, vous voyez. C'est pas ça. Les déchets radioactifs, atome par atome, ils vont prendre une place stratégique dans la structure du verre. Vous voyez ? Ça va devenir des éléments du squelette du verre. Hein, ce qui est bien différent. C'est pas de l'enrobage. Ouais, c'est ça, intimement incorporé au réseau vitreux. On fait aussi parce qu'on fait aussi de l'enrobage, mais dans ce cas-là, on va plutôt utiliser du béton, hein, pour des déchets qui sont moins... Là, on est sur les déchets de plus haute activité, hein, je ne l'ai pas dit, hein, haute activité Villon. On est sur les méchants, hein, vraiment. Hein. Ceux qu'il faut stocker avec le plus de sérieux, hein, vraiment. Pour une longue durée. Oui, oui, tout à fait. Là-bas, vous avez l'amiante, une photo d'amiante. Pareil, l'amiante, déchet dangereux. Déchet dangereux tant qu'il est sous forme de fibre. Non, on n'a pas parlé d'amiante. C'est une composition qui est très proche d'un verre, l'amiante. Hein. Donc si on le fond, bah, on se retrouve avec un bloc de verre. Et on a éliminé le caractère toxique qui est celui de la fibre, en fait. Parce que la fibre, elle peut être ingérée et venir s'installer dans les poumons et dégrader ensuite les poumons. Enfin, les alvéoles, etc. Donc, il y a pas mal de gens, notamment il y a une société sur Bordeaux qui travaille depuis déjà longue date, hein, sur que faire avec ces matériaux. Donc, l'amiante, ok, on le récupère, ce qui est très important, hein, déjà il faut désamianter, on le fond, bah, ça coûte de l'énergie, hein, parce que c'est quand même des hautes températures, et ensuite, comment valoriser ça? Alors la première piste, il y a longtemps, c'était valoriser ça en remblai de techniques routières, hein, les cailloux qu'on met sous les routes, les moins passagères par exemple, hein, je pense que ça a dû se faire un peu. La législation est très rigoureuse, hein, donc c'est pas facile de faire passer un déchet vers un statut de matériau valorisable. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est très pointu en France. Hein. La question se pose aussi pour un autre matériau, c'est les matériaux, enfin les matériaux, on en fait un matériau. Un autre souci, on va dire, hein, ce sont des déchets qui sont issus de l'incinération des ordures ménagères. Tout ce qui part dans les fumées, qui est récupéré sur les filtres, qui peut être très chargé. Là aussi, on a affaire à un matériau qui est toxique, hein, pour l'homme, pour l'environnement. Et si on le vitrifie, bah, un peu de la même façon, ça marche. On va pouvoir faire du verre avec ça, mais comment le valoriser? Alors, il y a des gens qui se sont intéressés. Alors, je vais passer... moi, j'ai pas mal travaillé avec le CEA sur les aspects nucléaires, hein, donc c'était un peu d'éléments là-dessus. Et je vais arriver ici, hein, sur un projet. Alors, j'ai pas du tout travaillé dessus.
Ma directrice au SEMTI, Catherine Bessada, elle a travaillé là-dessus avec les gens de Perpignan, Xavier Pi notamment. C'est un aspect de stockage d'énergie. Alors vous voyez ici le solaire thermique avec un nombre très conséquent de panneaux solaires qui va permettre de diriger le rayonnement vers un receveur, vous voyez en haut de la tour là. L'objectif étant de récupérer beaucoup de chaleur pour aller fabriquer de la vapeur et faire tourner une turbine et produire du courant, de l'électricité. Donc le souci, c'est quand il y a des nuages, la nuit, c'est ce côté intermittent du solaire. Donc comment pallier à ça? L'idée la plus courante, c'est d'utiliser des matériaux qu'on appelle les sels fondus, qui fondent à assez basse température, qu'on va mettre du coup ici, dans ce container-là. Mais le travail innovant qui a été réalisé, que je vous montre ici, c'est d'exploiter les matériaux dont on vient de parler, ces verres qui sont qui pourraient être la valorisation de déchets comme l'amiante ou les fumées d'incinération des ordures ménagères, les réfiums, les résidus de fumée, pour leurs propriétés thermiques. Donc on pourrait mettre ces matériaux. Quand il y a beaucoup d'énergie qui arrive de jour, un bel ensoleillement, etc., tout ça, ça fond, mais ça utilise l'énergie pour fondre. Et quand il n'y a pas beaucoup d'énergie, eh bien, ces matériaux peuvent restituer de l'énergie en solidifiant, par le changement de phase. Oui, ouais. Utiliser la chaleur du changement de phase, c'est ça. Alors, décarboner, parce que vous avez dû y penser quand je vous montrais les 1450, 1550 degrés. Évidemment, vous savez qu'on a parlé de Duralex. Duralex a été obligé de fermer quelques mois là, sa production parce que, compte tenu du prix du gaz, ça ne servait à rien de produire. Bon, au-delà de ça, au-delà du coût du gaz, on a bien sûr la problématique de l'émission de CO2. Donc, toutes ces entreprises qui travaillent, tous ces matériaux qui sont fabriqués à très haute température, en général, derrière, ça s'accompagne d'une production de CO2 qui est assez importante, soit parce qu'elle vient de la combustion, ça c'est inévitable quelque part, sauf si on se débarrasse de l'énergie fossile, soit parce que ça vient souvent en addition, c'est aussi du CO2 qui vient de la dégradation des matières premières. Donc vous voyez, il y a un premier enjeu, c'est la valorisation du verre, le recyclage. Le verre qu'on recycle, plus on va en mettre dans le four du verrier, moins il va utiliser de matières premières, bon, c'est déjà une bonne chose, et donc il y aura moins de CO2 qui va partir de la dégradation des matières premières. Donc ça, c'est le recyclage du verre reste tout, on ne recycle pas tout, c'est pour ça que je dis qu'il y a un enjeu. Souvent entendu qu'il ne fallait pas mettre les verres médicaux dans les autres. C'est quoi le problème? Eh bien, le verre médical, celui qui est bien, il a du bord dedans. C'est ça. Oui. Il faut pas. Vous voyez, le souci, c'est que c'est pas facile à l'œil de savoir comment il est fait le verre. Du coup, c'est vrai que toutes ces directives, il faut vraiment les suivre à la lettre. Parce que il faut surtout pas mélanger un verre de type Pyrex, un verre au bord, ou verre au bord en général, parce qu'il y a plein de déclinaisons, bien sûr, avec un verre à vitre où il n'y a absolument pas de bord. Ouais. Mais c'est vrai, parce que la consigne de ne pas mettre le Pyrex dans le verre recyclé, j'ai jamais entendu ça. Parce que c'est pas. Oui, on va vous. On va plutôt vous dire, par exemple, tout ce qui est plats culinaires, on vous dit de ne pas les mettre. Enfin, en fait, on vous dit de ne mettre que... oui. En fait, on vous dit de ne mettre que les flacons qui peuvent se boucher, les bouteilles, les corps creux qui peuvent se boucher. C'est un peu expliqué comme ça. On enlève le médical, on enlève le cristal. Si les gens... Il ne faut pas mettre un verre cristal qui se casse, faut pas le mettre, non, parce que lui, il a du plomb. Et oui. Et ça, c'est...
le problème, c'est que s'il y en a un tout petit peu dans un volume immense, c'est pas si grave. Mais on va modifier le verre, le verre attendu par le verrier. Les températures à utiliser seront plus les mêmes. On va corroder les céramiques réfractaires. Il va modifier tout en fait. Il aura un contrôle de son verre qui va être vraiment amoindri. Et du coup, souvent, il va plutôt consommer plus si on fait ça. C'est contraire à l'effet recherché, en fait. Oui. Mais après, dans le recyclage, après, il y a un couleur. Parce que qui dit couleur dit composition différente aussi. Alors, si, il y a une bouteille en... Oui, parce que ça, c'est facile de les trier derrière. Ça va, la couleur, c'est trié. Oui, si, il faut les mettre, les bouteilles. Oui. C'est vrai. Alors, oui, vous allez me dire, c'est trié jusqu'à quelle taille? Les flacons de parfum aussi, c'est bizarre. Il ne faut pas les mettre. On peut avoir du cristal aussi. Ouais. C'est des verres particuliers, c'est des verres de composition. Un verre brillant comme ça, c'est toujours particulier. Il y a des éléments lourds dedans. Ouais. Et dans les bouteilles de vin, il reste toujours la petite collerette, ouais, mais ça, je pense qu'il y a des... Après, ça passe dans des machines à désaimant, avec des aimants. Donc, toutes les parties métalliques, elles vont partir. Il y aura des bains. Il y a tout un tas de traitements, malgré tout. C'est lourd, Oui, aussi, par la masse. Oui. Des tris de toutes sortes. Ah, je sais pas. Non, mais on le... Alors, oui, direct. Je pense il me semble que oui. Il me semble qu'il y a des pays où on fait faire aux gens le tri par couleur. Oui. Nous, c'est dans les gens qui ramassent, ça c'est sûr. On avait visité, tu te rappelles, Élodie, non? Non, tu n'avais pas fait ça. Alors, pour vous montrer, pour être positif, il y a un travail qui est du coup chez nos verriers qui est très très intense sur les objectifs de réduction sévère de l'émission de carbone. Alors, pour eux, il y a déjà un problème de coût. Bon, ça stimule déjà, vous allez me dire, forcément. Financièrement, c'est terrible. Donc, les efforts sont sur différents niveaux. On vient de parler de récupération de chaleur par le changement d'état. Ça, c'est quand même assez nouveau. Enfin, vous connaissez les chaudières à condensation. C'est pas si vieux que ça. Et voilà une chaudière où on s'est intéressé à récupérer la chaleur qui vient d'un changement d'état. Dans le monde verrier, c'est pareil. Ça, c'est un axe de travail, à récupérer toute cette chaleur par des récupérateurs de chaleur qui vont aller puiser cette chaleur du changement d'état dans les fumées, par exemple, qui sont émises. La vapeur d'eau, pourquoi ne pas récupérer la chaleur de la vapeur d'eau toutes les chaleurs sensibles, l'entreprise verrière, il fait chaud. Même en hiver comme été, il y en a de la chaleur. Donc, essayez de la récupérer un peu plus aussi. Essayez d'avoir un mix énergétique, de ne pas tout baser sur le gaz. Les gens qui étaient au gaz, ça a été la cata, là. Donc, travailler là-dessus, comment insérer le mieux possible l'électrique, modéliser où est-ce qu'on met les électrodes, où est-ce qu'on met les brûleurs à gaz pour optimiser au mieux le fonctionnement. Donc, ils sont dans un travail d'optimisation, de perfectionnement finalement de leur four qui est très important et qui les conduit à des économies d'énergie. Voilà, la route en tout cas est bien commencée. J'ai pris un schéma de l'usine de Châteauroux qui produit le Pyrex, les fameux plats culinaires. Notamment, cette usine, elle est très engagée là-dedans. Pardon ? Ah, le calcin, c'est le verre recyclé. Pardon. Donc, ce que l'on met dans les bennes va se retrouver donc trié, comme on vient de le dire, tout trié, envoyé là où il faut. Le calcin, c'est ce qu'on va réinjecter dans le four. Donc, c'est ce qui était déjà du verre, en fait. Alors, ici,
ici, bon, ils ne sont pas tellement concernés par le recyclage. Quand je parle de l'usine de Châteauroux, du coup, c'est le verre culinaire, justement. Ils ne sont pas forcément concernés, eux. Mais ils ont leur propre calcin. Comme quand une coulée se passe mal, ça leur fabrique du calcin aussi. Voilà, donc pour quand même donner un optimisme à tout ça. Et puis je vais finir par quelques images artistiques que j'aime bien. Alors, vous voyez, j'aime beaucoup Plus que la vérité. Bien sûr, c'est quand je suis trop loin, ouais. Ça fait penser à Pinocchio, bien sûr. Pinocchio ment, il a un grand nez, plus que la vérité. Voilà. Donc, bon, cette notion de vérité, bien sûr, en science, c'est quand même un aspect intéressant. Vous avez quelque chose de une sculpture de Lucille Lacappe, hybridation. J'aime bien aussi ça parce que pour avancer en science, on a besoin d'une certaine hybridation. C'est le côté transdisciplinaire qui devient de plus en plus important. Moi, j'aime bien travailler avec les sociologues, avec les artistes. Il y a beaucoup à apprendre les uns des autres et ça aide à avancer dans notre monde complexe. Je pense que c'est vraiment indispensable. Le pont. Longtemps, j'ai eu du mal avec ça et au final, j'ai complètement adopté l'accessibilité au no man's land. Et ça reprend tout ce qu'on a dit sur repousser les limites. Vous marcheriez sur ce pont? La brique bleue d'Autoniel qui... oui. Vous vous rappelez de l'aventurine au début que je vous ai montré? Ça, je trouve que... Voilà, est-ce qu'on est encore sur un verre? C'est quand on voit ça. Mais oui, c'est encore un verre. Voilà. Donc, ce sont des objets en fait, qui ont participé à une exposition artistique dans le cadre d'un de mes projets qui est terminé maintenant. On a collaboré avec l'École nationale supérieure d'art, l'ENSA à Bourges. Bon, ça a été une première occasion pour moi de travailler avec eux sur ce genre de choses. Et ici, vous avez le maître verrier avec qui je travaille, Pierre Gallou de la verrerie d'art d'Amboise, avec Annie qui travaille avec lui, enfin sa chef. Et on a, dans le cadre d'une conférence, conférence académique, on a fait une ouverture artistique d'une journée qui est intéressante aussi, comme je le disais, pour montrer ce parallèle entre la recherche, la démarche de l'artiste et la démarche du chercheur, tout à fait intéressant. Et là, en fait, il est sur une création, il est vraiment sur une création. Ils ont travaillé à 3 pour associer au soufflage un verre gravé qui avait été fait par le troisième personnage, le troisième artiste. Voilà. Mais merci de votre attention, merci de votre écoute, de votre patience. Voilà les deux.